Merci Dominique d'être là, ça nous fait plaisir de te voir. Pourquoi plaisir? Parce que en fait on a fait nos études ensemble avec Dominique, donc on se connaît depuis très très longtemps. Je n'ose pas vous dire depuis combien de temps. Et puis Dominique nous a accueilli Sébastien et Augustin cet été pendant les troisièmes rencontres de la frugalité heureuse et créative. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui tout de suite. Alors, toi, tu dis, puisque tu habites en Allemagne, tu dis weniger ist genug. Weniger ist genug, ça veut dire un peu moins, c'est assez. Moi, je dis aussi faire mieux avec moins. Et tu nous en parleras à la fin, parce qu'avec moins, on peut aussi faire des choses qui nous inspirent. Et c'est ce que tu vas nous expliquer. Avec mes amis Philippe Madec, qui est architecte et urbaniste, et Alain Bornarel, qui est ingénieur et urbaniste, nous avons lancé en janvier 2018 un manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans l'architecture et le ménagement des territoires. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce mot de frugalité? On aurait pu choisir aussi sobriété, mais on a préféré frugalité parce que frugalité vient du mot frux frugis, qui veut dire le fruit. Et pour nous, la frugalité, c'est la juste utilisation des fruits de la terre. Et je suis petite fille de paysan lorrain, et j'ai aussi ça quelque part dans ma tête. Pour nous, la frugalité, elle est heureuse parce qu'elle est basée sur un élan généreux envers les autres, et on l'appelle aussi créative parce qu'elle nous oblige à prendre d'autres chemins, à faire des pas de côté. Et aujourd'hui, c'est vraiment indispensable. Quand j'ai commencé il y a 20 ans à enseigner, je disais à mes étudiants, il est midi moins le quart, maintenant je dois leur dire et vous dire à vous aussi, à mon avis, il est plutôt midi et quart, voire midi et demi, et il est vraiment sacrément temps de se bouger. Et comment cette frugalité peut-elle s'appliquer aujourd'hui sur tous nos projets de transformation, restructuration? Comment cette frugalité peut-elle s'appliquer à finalement cette matière qui est là, puisque la frugalité, c'est les fruits de la terre, et donc c'est aussi les fruits pas de la terre, mais de ce que l'on a déjà construit et qui est là, avec lequel on peut encore travailler. Oui, tout à fait. Ici, un extrait de notre manifeste. Le bâtiment frugal emploie avec soin le foncier et les ressources locales. Il respecte l'air, les eaux, les sols, la biodiversité, et il est généreux envers son territoire et attentif à ses habitants. Alors, comment refaire la ville sur la ville? Déjà, en restructurant les friches urbaines. Il y a plein de sortes de friches urbaines, les friches industrielles, les friches ferroviaires, les friches portuaires. Un des premiers projets de restructuration de friches urbaines qui m'a marqué, la plupart des images que je vous montre, des photos que j'ai prises au cours de mes voyages, c'était la transformation des docks de Londres. Et là, ils ont transformé les docks en mettant à la fois de la mixité fonctionnelle, puisqu'il y a à la fois des bureaux et puis des logements, et puis aussi des services, et puis des commerces et des restaurants. Un autre exemple, c'est Darwin Ecosystem à Bordeaux. Là, il s'agit de la transformation d'une friche militaire. Au rez-de-chaussée, il y a un restaurant, une épicerie bio. Le truc là un peu en bois, c'est il y a des discothèques de temps en temps, et puis dans les étages, il y a des bureaux qui sont essentiellement dédiés à des entreprises ou des startups qui travaillent autour du développement durable, de la culture et de l'art, et donc avec les matériaux upcyclés ou recyclés, et on y trouve un bon exemple des de l'économiste Serge Latouche, qui a travaillé beaucoup sur la décroissance et qui nous parle de réduire, réparer, rénover, recycler, réutiliser, réemployer, revaloriser, relocaliser, redistribuer. Donc vous voyez là encore, c'est c'est un vrai changement de paradigme. Je crois aussi beaucoup à la ville nourricière. Il y a quelques années, il y a eu une très belle exposition au pavillon de l'Arsenal qui s'appelait Capitale agricole. Vous savez peut-être qu'il y a 100 ans encore, autour de Paris, il y avait des villes qui avaient leur particularité au niveau maraîcher, au niveau des fruits et légumes, en fonction du microclimat, en fonction du type de sol. Il y avait les haricots verts d'Arpajon, il y avait les cerises de Montmorency, il y avait les pêches de Montreuil. Et je pense qu'on va être véritablement obligé de repenser
repenser ces villes agricoles. Dans le schéma de frugalité que tu nous as montré tout à l'heure, il y a la frugalité en énergie, ce qui nous renvoie un petit peu à l'incitation de Franck Boutet ce matin d'aller regarder vers le sud, puisqu'il nous expliquait que, comme on le sait tous, que les architectures méditerranéennes, elles ont réfléchi déjà depuis très longtemps à ce low-tech, en fait, et qui est à l'inverse des bâtiments intelligents qu'on nous a demandé de faire pendant de nombreuses années. Et donc, la question de cet équilibre entre low-tech et high-tech, elle pose la question de la programmation, qu'on a un peu évoqué ce matin. Comment est-ce qu'on arrive dans ces échanges qui sont nécessaires avec nos maîtres d'ouvrage à travailler sur la programmation, et c'est quoi le bon équilibre entre low-tech et tech? Parmi les maîtres d'ouvrage les plus engagés que je connais, il y a un petit bailleur social dans les Vosges qui s'appelle le Toit Vosgien. Et son directeur technique me disait, il y a quelques années, il a été finaliste du Fibra Award, et donc je l'avais interrogé pour l'exposition et le catalogue. Et il me disait, depuis 2010, tous nos logements répondent aux exigences du Passive House et sont isolés en paille. C'est un déchet quasi gratuit dans les champs qui prend de la valeur ajoutée au fil de la mise en œuvre en valorisant un travail manuel local. Et c'est vrai que les Vosges ont vraiment besoin de travail depuis que le textile s'est cassé la figure. Le pas en avant a été la décision de considérer la paille comme une technique courante. Et je trouve que c'est un pas extrêmement courageux, et c'était encore plus courageux il y a 12 ans de la part d'un maître d'ouvrage de dire, bon, une construction en bois et en paille, c'est courant, et on va faire comme si c'était courant. Ils ont fait, donc il y a en 2013, donc il y a maintenant 10 ans, ce bâtiment qui est un R+7, avec des murs porteurs en CLT, donc c'est du bois lamellé croisé, avec ce que vous voyez ici, ce sont des box remplis de paille. Et quand je l'ai visité, j'ai pu aussi rentrer dans le logement de la petite dame qui habite là, et elles m'ont montré ses factures d'énergie, et elle paye entre 10 € et 20 € par mois pour l'énergie. C'est vrai qu'en frugalité, tu nous as dit, je viens puiser les fruits de la terre, et dans tes différentes conférences, on a des exemples magnifiques, mais qui m'ont fait te poser la question, comment on fait ça en changeant d'échelle dans notre environnement urbain. Alors tu as commencé à nous le montrer avec le Toit Vosgien, et comment on fait ça avec les savoir-faire que l'on a à disposition aussi. Je pense que vous êtes déjà tous passés devant des bâtiments en Île-de-France qui sont construits en paille et isolés, construits en bois et isolés en paille, mais vous ne le saviez pas. Les ressources en sable et en gravier s'amenuisent. Vous savez sans doute que le sable est la deuxième ressource la plus rare aujourd'hui après l'eau. La production de ciment et de béton armé consomme une très grande quantité d'énergie. Il faut chauffer pour le ciment jusqu'à à peu près 14 400 degrés, donc pas 14 quand même, faut pas exagérer, 1400 degrés, et donc cette production est responsable d'à peu près 8% des émissions de CO2, ce qui représente à peu près 2 fois et demi à 3 fois le trafic aérien. Donc vous voyez le poids que c'est. Contrairement à certains, je ne dis pas que le béton est un mauvais matériau. Je dis qu'il n'est sans doute pas le matériau miracle qu'on a pensé au début du XXe siècle. Et je dis aussi que c'est un matériau qui est devenu très précieux, et que c'est pour ça qu'il faut le réserver à des usages où il est absolument indispensable, des grandes infrastructures, les fondations, des dalles aussi, et que pour le reste, on utilise des alternatives. Et la première alternative, ça va faire plaisir à Anne, c'est le réemploi. Et la coopérative d'architecture Grand 8 nous l'a démontré d'une manière magistrale, je trouve, à la Maison des Canaux. C'est une maison de l'économie sociale et solidaire. Si vous n'y êtes pas encore allé, allez-y vraiment. C'est à côté de Stalingrad, sur le bord du bassin. Au niveau de la paille, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais Cocorico, nous sommes les pionniers, au moins en Europe, et peut-être même encore plus loin. Donc la France est pionnière de l'utilisation de la paille dans la construction, avec environ aujourd'hui 6500 bâtiments isolés en paille. Il y a 10 ans, on en avait moins de 500, essentiellement des maisons individuelles, essentiellement de l'autoconstruction. Mais il y a eu
en 2012 quelque chose d'essentiel, c'était les règles professionnelles qui ont été écrites entre autres par un pionnier très engagé, un chercheur de l'école d'architecture de Toulouse qui s'appelle Luc Froissac, qui avait écrit avant un livre sur l'isolation en paille. Et puis, il y a eu, déjà, il y a le fait qu'on ait la ressource, parce que la paille, c'est un coproduit de la production du blé, et donc la ressource est là, surtout en Île-de-France, utilisons-la. Et d'ailleurs, parmi les 6500 bâtiments, il y en a plusieurs centaines qui sont des équipements publics de grande envergure, dont plusieurs à Paris et dans la banlieue parisienne. Donc, après les matériaux biosourcés, on passe aux matériaux géosourcés. Et d'abord, la pierre massive en France, là encore, on est relativement pionnier. On a une première renaissance de la construction en pierre massive vers 1950 avec la reconstruction, avec un architecte qui a construit entre autres des immeubles de logements sur le port de Marseille, qui pour moi font partie des immeubles de logement de la reconstruction les plus intéressants, les plus beaux aussi quelque part, je pense aussi les plus aimés de leurs habitants. Donc c'est Fernand Pouillon. Ensuite, il y a eu une autre renaissance il y a une vingtaine d'années grâce à Gilles Perrodin. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres architectes qui s'emparent de ce matériau, comme Barrault et Pressaco, qui ont fait des logements sociaux à Paris. Ils ont fait aussi une très belle exposition au pavillon de l'Arsenal il y a quelques années. Et puis maintenant, on termine avec le tour d'horizon des matériaux avec la terre crue. La terre crue a de nombreux avantages. D'abord, une disponibilité en grande quantité dans la plupart des régions. En Île-de-France, il y en a aussi pas mal. Un faible coût de la matière première, souvent prise sur le chantier. Une mise en œuvre sobre en énergie, pas de pollution, ni de l'air, ni de l'eau, ni du sol. Un réemploi illimité en cas de déconstruction, si la terre n'est pas stabilisée. Ça veut dire s'il n'y a pas eu dedans un mélange de ciment ou de chaux. Et puis, ça a en plus des qualités haptiques. C'est agréable au toucher, comme peut l'être le bois, des surfaces très chaleureuses. Et puis, et ça, c'est un gros avantage, des qualités hygrothermiques. Donc, il y a à la fois une inertie, un déphasage, par rapport à la thermique et par rapport au taux d'humidité. C'est vraiment un régulateur naturel. Déjà, 2 cm d'enduit en terre peut réguler le taux d'humidité. À Paris aussi, si vous voulez construire avec des blocs de terre comprimés, des enduits terre ou du mortier de terre pour maçonner les blocs, eh bien, vous pouvez aller à Sevran, voir comment on y fabrique des matériaux à base de terre issue des excavations du chantier du Grand Paris. Une des phrases que beaucoup de gens retiennent de notre manifeste, c'est cette phrase qui dit « ce n'est pas le bâtiment qui est intelligent, ce sont les habitants ». C'est-à-dire, nous, on ne croit pas beaucoup aux smart buildings, aux smart cities, et on pense qu'il faut donner du empowerment, j'ai malheureusement pas de meilleur mot en français, mais donner du pouvoir quelque part aux usagers et aux habitants, et on croit beaucoup dans la richesse créative des relations humaines.